Voilà notre face-à-face du mardi soir. Bonsoir Éric Ciotti, vous êtes député Bonsoir. UMP, président du Conseil général des Alpes-Maritimes. Merci Malek Bouti, membre du bureau national du Parti socialiste, d'être fidèle à BFM TV. C'est pas facile en ce moment pour Nicolas Sarkozy, Éric Ciotti, parce que Jean-Pierre Raffarin qui le défie un peu, et puis aujourd'hui Pierre Charon qui dépose une liste dissidente au sénatorial. Il y a un petit peu d'autorité remise en question quand même. Je crois que c'est pas ça le plus difficile. Ça, ce sont des péripéties du quotidien, la vie politique. Ce qui est difficile, c'est la situation internationale, la crise internationale. Bon, il y avait des élections en Allemagne ce week-end, en Poméranie, je crois. Madame Merkel a subi une défaite cinglante. Donc, pour tous les pouvoirs en place, c'est difficile, on n'y échappe pas. C'est légitime. Après, bon, les petites questions politiciennes, je crois qu'elles apparaissent assez puériles par rapport à cette situation qui est assez grave. On va y revenir, on va parler justement à la zizanie à UMP, mais aussi un peu peut-être l'attitude du PS. Mais on est en direct avec Pierre Charon, justement, qui a présenté, a déposé ce soir sa liste dissidente au sénatorial. Bonsoir Pierre Charon, merci d'être en direct avec nous. Ce soir, la direction de l'UMP dit « Si vous maintenez votre liste, c'est inévitable, vous serez exclus ». Deux rectificatifs. D'abord, j'ai déposé ma liste ce matin. Ensuite, je salue la présence de mon ami Éric Ciotti, qui est un grand chasseur. Ensuite, l'exclusion, non, je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Demain, il y aura un bureau politique, demain matin, je crois que ça sera rectifié. Il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Les gens qui sont sur la liste UMP officiellement aujourd'hui étaient tous sur des listes dissidentes. Donc, ils n'ont pas été exclus. Il peut y avoir des mesures, c'est normal, des suspensions. Le mot exclusion, je crois, sera banni dès demain. Donc vous n'avez pas peur de l'exclusion. Non, mais de toute façon, je ne fais pas ça. De toute façon, non mais... Parce qu'il n'y aura pas d'exclusion. D'accord. Ce qui est frappant, c'est que vous étiez quand même un intime parmi les intimes, un proche parmi les proches. Et vous défiez le président ce matin au petit déjeuner de la majorité. Il a l'air d'avoir dit, franchement, il ne faut pas soutenir celui... C'est des gens qui se réclameraient de moi et il pensait à vous. Non, il pensait à beaucoup de gens parce qu'il a cité le nom d'un ancien ministre. Mais en réalité, c'est normal. Il y a toujours eu des listes dissidentes à Paris. C'est pas ça qui empêche l'arrivée des sénateurs. La dernière fois, il y avait 3 listes, on a fait 5 sénateurs. Là, on ne peut plus en faire autant parce qu'on a perdu un peu les élections intermédiaires. On en fera 4. Je propose, moi, de faire 3 plus 1. Et au lieu de faire 4 officiels, sans négociation. 3 plus 1, c'est bien. Et Éric Ciotti me connaît bien. Questionnez-le sur moi. Vous verrez que je suis depuis le Jacques Chaban-Delmas. Vous le savez très bien, Ruth. Un fidèle des fidèles. Absolument, depuis la ligne rouge depuis 40 ans. Justement, c'est une trahison personnelle. Ça n'a rien à voir avec l'amitié que j'ai pour Sarkozy. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'amitié que j'ai pour lui. C'est quand même... Quand même, il pourrait avoir envie de faire un acte d'autorité en vous excluant de l'UMP. Quand même, c'est un peu une atteinte à son autorité que vous faites là. Mais pas du tout. Je ne suis plus à l'Élysée. J'ai démissionné de tout à l'heure. Qui en dit autant aujourd'hui? J'ai démissionné de tout, j'ai plus rien. Je rentre avec mon passe Navigo à la maison ce soir. Donc ça va, je peux quand même m'exprimer en disant j'aime Sarkozy, j'aime Larcher, vive la majorité présidentielle. Mais s'il vous plaît, à 60 ans, je me permets d'être candidat au sénatorial. Bon, je ne gêne personne. Je vais simplement faire un siège qui sera le bienvenu pour lui. Il aura beaucoup plus besoin de moi comme sénateur que comme humble ex-conseiller, qui est un titre terrifiant. Merci beaucoup Pierre Charon d'avoir été en direct avec nous. Peut-être que Malek Bouti a une réaction sur cette ambiance à l'intérieur de la majorité? Non, tout le monde connaît un peu ça dans les partis politiques. Surtout, il y a quelque chose de très particulier dans les sénatoriales. Il y a souvent des gens qui jouent leur va-tout dans cette élection et qui n'ont pas de calcul après, donc c'est très difficile à discuter. Ceci dit, au-delà, moi, ce que je trouve, puisqu'on parlait de l'ambiance à l'UMP, c'est pas pour donner la leçon, mais je sais qu'en ce moment, le gouvernement, la majorité, à propos de la situation budgétaire, demande beaucoup d'unité nationale, demande au Parti socialiste une forme d'unité nationale. Mais j'avais envie de leur dire que, avant de demander l'unité chez les autres, moi je pense que vous devriez commencer chez vous. C'est-à-dire, je pense que l'ambiance qui règne en ce moment dans la majorité, cette manière où finalement chacun, individuellement, par rapport à l'avenir, par rapport aux prochaines élections, est en train de faire ses comptes et en train de savoir si oui ou non il faut se mouiller, s'il faut y aller tout seul. Je trouve que c'est de loin de donner envie à l'opposition de participer. On sent que quelque part, il y a
une gravité de situation, c'est vrai, une gravité de discours, mais que pendant ce temps-là, chacun va qu'à ses propres occupations, et je trouve que c'est un très mauvais exemple. Oh, je pourrais vous renvoyer le compliment. Je crois que les exemples de l'amitié qui unit les membres du Parti socialiste seraient nombreux. Je ne vous renverrai pas à l'examen médical qu'a prodigué M. Rocard à M. Strauss-Kahn la semaine dernière, mais je crois que les amabilités que se renvoient les uns les autres existent partout. C'est vrai qu'on n'en est pas là à l'UMP. Hein. Ne confondons pas ce qui est accessoire de ce qui est essentiel. Le président de la République est en charge aujourd'hui de l'intérêt général. Il y a beaucoup d'intérêts particuliers qui se développent. Je les regrette personnellement dans ce débat sur la réduction des déficits. Je dis à certains qui ont fait valoir un peu leur intérêt particulier. Et il y a beaucoup de situations qui peuvent être entendues au cas par cas, mais globalement, on a la nécessité d'envoyer un message clair. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Quand le Congrès a hésité pendant tout le mois d'août sur la réduction du déficit aux États-Unis, il y a eu la sanction immédiate, la dégradation des marchés. Et ne soyons pas dans cette situation. Non, mais qu'est-ce que vous dites ? C'est pour ça qu'il faut être unis et que le Parti socialiste, je regrette son attitude un peu irresponsable. Monsieur le député, on n'a jamais été parfait. Je ne dis pas que chez nous, il n'y a pas eu de division. Certes. Mais quelque part, dans une année de présidentielle et dans une période de présidentielle, est en train de se dessiner un contexte, une ambiance. Le sentiment, et je trouve que c'est normal, le sentiment est quand même que chez nous, qu'on le veuille ou non, même si on essaie de surligner telle ou telle déclaration, un bloc s'est constitué autour de l'objectif de la victoire. Et on a le sentiment que il y a une perte d'autorité. Mais autour de qui ? Peut-être du président, peut-être du secrétaire général de l'UMP, ça on ne sait pas très bien, mais on sent que d'un certain point de vue, le fait que symboliquement à Paris, là où il y aura le plus de visibilité, par un ancien conseiller du président de la République, il y ait une liste autonome qui soit déposée, quelque part c'est un signe quand même que, je dirais, il n'y a plus de confiance dans l'avenir et que chacun est en train de faire son calcul personnel. Voilà, je trouve que c'est un signe intéressant. Alors maintenant, on va parler des socialistes et de l'autre côté, je voudrais quand même revenir sur... alors, les États-Unis, effectivement, on a vu que les batailles avaient pesé, avaient coûté aux États-Unis, mais par exemple, aujourd'hui, Gerhard Schröder, social-démocrate allemand, eh bien, il veut le secours d'Angela Merkel dans une interview et il dit elle ne fait pas du populisme. Ce qu'elle fait sur la rigueur, ce qu'elle fait pour aider la Grèce, c'est bien et je la soutiens. Elle a compris que l'union monétaire ne peut être maintenue qu'avec un gouvernement économique européen et ce qu'elle fait, c'est bien, en quelque sorte. D'une certaine façon, il vient contrer ce qu'a dit Helmut Kohl la semaine dernière sur Angela Merkel. Bon, c'est quand même une leçon de démocratie, c'est intéressant. Les socialistes, vous n'êtes pas capables de faire ça, hein? C'est-à-dire quand il y a des enjeux extrêmement importants, quand il y a des enjeux liés à la défense nationale, mais les principaux responsables socialistes, ceux par exemple qui sont candidats à la primaire et qui pourraient donc être candidats à l'élection présidentielle, ont été très clairs sur le fait qu'ils prendraient leurs responsabilités d'une manière très nette sur les comptes publics de la France et sur leurs responsabilités. François Hollande. Par exemple. Mais ce qu'ils refusent, et ça on peut les comprendre, qu'un gouvernement qui a quand même creusé son propre déficit, il a quand même une responsabilité. Il n'y a personne qui est venu piquer dans la caisse de la France. Utilise, comme on le voit par les déclarations du Premier ministre, par les manœuvres qu'il organise, utilise un débat sérieux dans le cadre quasiment d'une pré-campagne électorale, en disant « Ah, c'est là-dessus », et tout le monde le sait, il ne faut pas sortir des 10 années de sciences politiques pour comprendre ça. C'est là-dessus qu'on veut jouer l'élection présidentielle. C'est-à-dire, au lieu de traiter sérieusement, par exemple, en convoquant les groupes parlementaires ou en convoquant les partis politiques. On veut débaucher des individus, on cherche des déclarations. Donc, quelque part, il y a aussi, il ne faut pas le nier, une instrumentalisation de la crise dans le cadre de l'élection. D'abord, sur le gouvernement qui a creusé les déficits, il vous a peut-être échappé un petit détail. On a subi la crise économique la plus grave depuis 1929. Donc les déficits qui se sont creusés, c'est la crise économique qui les a créés avec son cortège de difficultés sociales. Et on a moins subi la crise qu'ailleurs. La récession a été 2 fois inférieure en France. Il y a eu moins d'augmentation de chômage. Il y en a eu trop, naturellement, mais le chômage en Espagne, c'est 20%. Il y a eu des réductions drastiques de salaires dans beaucoup de pays d'Europe. On n'a pas eu tout ça en France. On a eu des amortisseurs sociaux. Je ne conteste pas. Vous dites qu'on a creusé les déficits. C'est la crise qui a creusé les déficits. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il faut les résorber. Donc, soyons unis pour le faire. La crise pèse. Est-ce qu'il faut revenir sur la réforme des retraites? Je vous pose la question. Est-ce qu'il faut revenir sur la suppression de 170 000 fonctionnaires? J'ai vu Madame Aubry hier soir sur une chaîne concurrente, très gênée quand on lui posait la question. Donc vous allez recruter 66 000 enseignants.
Voilà, la réponse de Malek Bouti. C'est clair. La réponse de Malek Bouti. C'est là la crédibilité. On va présenter un programme à l'élection présidentielle extrêmement précis. Jusque-là, alors laissez-le, écoutons-le. Extrêmement chiffré. Mais quand vous dites que c'est la crise, là où je pense que vous omettez une partie, c'est pas la crise qui a fait le bouclier fiscal. C'est pas la crise qui a décidé de la politique fiscale du gouvernement et qui a empêché des rentrées financières. C'est pas la crise qui a décidé de la stratégie industrielle de la France et de la situation dans laquelle on est sur le terrain de l'emploi. Ce que je veux dire par là, ils ont atténué la crise, au contraire. Peut-être, ils ont atténué la crise. Moins de rentrées d'argent dans les caisses ont atténué un déficit, c'est qu'on a inventé la magie, ça s'appelle. Si la croissance est restée élevée, c'est parce qu'on a eu ce plan de relance qui était intelligent et bien équilibré. Avec Malek Bouti. Je pense que là-dessus, on aura l'occasion d'en débattre, mais une chose est sûre, c'est que tout le monde convient d'une chose, l'ensemble de la population prend peur dans ce contexte. Il faut du courage. Voilà. Mais ne faites pas sur l'économie ce que vous avez fait sur la sécurité. Il faut du courage et de la vérité. Ne jouez pas de la peur pour essayer de manipuler l'opinion. Essayez d'accepter la confrontation et d'accepter l'idée que parfois dans l'opposition, on a des bonnes idées. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, c'est le 20h 2012 avec Alain Marchal. On se retrouvera aussi avec lui pour parler de la politique. Merci Éric Ciotti, merci Malek Bouti. À la semaine prochaine.